Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. La dame de Rangoon, aujourd'hui au Sénat, Aung San Suu Kyi, célébrée comme icône de la lutte pour la démocratie, achève ce soir à Paris sa tournée européenne. Elle a été reçue comme un chef d'État. Des réponses d'urgence et à terme une plus grande intégration européenne. Le sommet de Bruxelles dont dépend l'avenir et même le sauvetage de la zone euro s'est ouvert aujourd'hui, il y a quelques instants, à Bruxelles. Dans ce contexte, les mauvaises nouvelles économiques en France avec les craintes confirmées pour les sites de Peugeot Citroën à Aulnay et Rennes. Les invités du 19 h, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, qui viendra commenter bien sûr ce sommet de Bruxelles et puis la marche du couple Hollande-Merkel. Et puis sera également avec nous tout à l'heure Pierre Chapira, adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales. Paris avait fait d'Aung San Suu Kyi une citoyenne d'honneur de la capitale et cela depuis déjà plusieurs années. La dame de Rangoon, donc, qui avait ce matin très tôt un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy et son épouse à l'heure du petit déjeuner dans un grand hôtel parisien. Une visite ensuite au Parlement, une visite notamment au Sénat avec un entretien avec le président Jean-Pierre Bel. C'était le programme du jour de l'opposante birmane. Au terme donc de sa visite à Paris et l'occasion de célébrer encore bien sûr partout cette figure des droits de l'homme. Et Thomas Raguet, pour Public Sénat, a eu le privilège de la rencontrer aujourd'hui. Radieuse et épanouie, telle est apparue encore aujourd'hui Aung San Suu Kyi. Ni son long combat, ni cette longue tournée européenne n'ont fatigué celles sur qui le temps ne semble pas avoir de prise. Ensemble, nous voulons saluer le courage, la lucidité et la détermination dont vous avez toujours fait preuve. Nous saluons aussi le choix que vous avez fait de préférer le dialogue à l'affrontement. En rencontrant le président du Sénat aujourd'hui, elle a conclu une série de rencontres officielles qui l'ont menée à travers l'Europe ces 15 derniers jours. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup plus de liens entre le reste du monde et nous que je ne l'imaginais. Pas seulement en France, mais dans tous les pays que j'ai visités. J'ai rencontré des gens du monde entier pendant ce séjour et j'étais impressionnée par leur intérêt pour mon pays. Et comment les pays européens peuvent-ils être utiles à la Birmanie ? L'important pour l'heure, c'est la vigilance, car la période pourrait prêter à confusion. Les gens pourraient croire que tout est réglé, donc nous devons être très clairs sur les étapes qui peuvent nous mener sur le chemin de la démocratie et celles qui risquent de l'empêcher. Ce matin, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy. C'était important pour vous de le rencontrer ? J'étais très heureuse de le voir. Il a beaucoup supporté notre cause quand il était président et je l'ai beaucoup apprécié, comme j'ai apprécié tout ce que les gens ont fait pour nous à travers le monde. Cela a été un grand honneur de visiter les institutions de la démocratie française, a écrit Aung San Suu Kyi. Celle qui confiait récemment avoir découvert la France avec Victor Hugo aura conclu sa visite par la Haute Assemblée, dont il fut l'un des plus illustres élus. Aung San Suu Kyi se dit prête au pouvoir si son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, remporte les élections prévues en 2015. Jamais la violence n'avait atteint ce degré en Guyane où 2 militaires ont été tués, 2 gendarmes grièvement blessés la nuit dernière lors d'une opération contre des chercheurs d'or clandestins. Le phénomène de l'orpaillage clandestin perdure depuis des dizaines d'années. Maintenant, il est très difficile et désormais donc très dangereux de tenter de l'éradiquer au plus profond de la forêt amazonienne. François Goulin. C'est ici, à Dorlin, en plein cœur de la forêt amazonienne, que les militaires sont tombés dans une embuscade hier. La forêt dense, à la frontière du Suriname, est le royaume des chercheurs d'or clandestins, lourdement armés. Hier matin, un appareil de la gendarmerie survole la zone. L'appareil est alors pris pour cible. Criblé de balles, il est forcé d'atterrir. Une équipe de 33 militaires est alors envoyée sur place. Échange de coups de feu. Un militaire est tué instantanément. Un autre mourra lors de son évacuation. 2 gendarmes sont également blessés. C'était des tirs nourris et il y avait véritablement la volonté de s'en prendre aux forces armées de façon organisée, de façon délibérée, de façon violente. Depuis 20 ans, les militaires mènent une véritable guerre dans cette région de Maripasoula, riche en gisements aurifères. Objectif, permettre à une société française de s'implanter. 7 à 800 militaires et gendarmes ont été mobilisés depuis 2008, nom de l'opération Harpie.
Depuis le 1er janvier 2012, il y a 1200 patrouilles qui ont été conduites, dont 20% qui ont été conduites, on appelle ça des patrouilles d'action commune, avec la gendarmerie. Mais face au démantèlement de leur camp, les orpailleurs deviennent de plus en plus violents. Les autorités parlent d'armes de guerre. Ces actes ont été condamnés par François Hollande et Manuel Valls. Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, était attendu sur place dans la journée. Et nous sommes là en ligne avec Jean-Étienne Antoinette, sénateur PS de Guyane. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette mission qui a mal tourné la nuit dernière avec donc 2 militaires tués, traduit-elle selon vous une escalade inquiétante? Bonsoir, permettez-moi tout d'abord de dire aux familles qui sont dans la douleur à laquelle nous nous associons avec beaucoup d'émotion, d'accepter nos plus sincères condoléances et que les soldats qui se sont sacrifiés reçoivent l'expression de notre plus profonde reconnaissance. Alors oui, bien sûr, nous avons franchi un autre cap dans la mesure où il y a une véritable embuscade. Ce sont des personnes en situation irrégulière qui ont tiré sur des hommes, des militaires en exercice et également donc des gendarmes. Il faut dire que c'est une gravité extrême qui aujourd'hui s'est manifestée par la mort de 2 militaires, mais qui depuis un certain nombre d'années, cette délinquance dilue sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Alors est-ce que l'on fait tout selon vous justement pour faire reculer ces clandestins venus du Brésil? Alors vous savez que le dispositif Harpie est un dispositif maintenant qui est permanent. C'est à peu près 400 militaires, plus de 150 gendarmes, avec un code minier particulier appliqué en Guyane. Je crois que maintenant il faut tirer les enseignements. En force est de constater que nous n'arrivons pas à ce jour à endiguer cet empaillage clandestin avec des impacts importants, des impacts au niveau écologique, sur la santé publique, dans le public, on l'a vu tout à l'heure, mais également c'est le pillage de notre ressource. Paraît-il, plus de 10 tonnes d'or sont extraites dans la clandestinité en Guyane. Très bien. Donc vous demandez bien sûr la poursuite de ces efforts constants. Merci monsieur. Je crois qu'il faut apporter d'autres réponses avec le gouvernement brésilien. Très bien, merci. Effectivement, cela passe notamment par la collaboration avec les pays limitrophes directement concernés, bien sûr. Merci, monsieur Antoinette, d'avoir été en ligne avec nous, donc de Guyane ce soir. Jean-Pierre Jouyet, proposé par le Premier ministre à la tête de la Caisse des dépôts, le bras armé du gouvernement dans l'économie. Actuel président de l'autorité des marchés financiers et très proche ami de François Hollande. Jean-Pierre Jouyet sera nommé effectivement après le feu vert des commissions concernées du Sénat et de l'Assemblée nationale. La mévente oblige le groupe PSA Citroën à prendre à nouveau des mesures d'économie. Plus que jamais, les sites d'Aulnay et Rennes sont menacés, soit de fermeture, soit d'un nouveau ralentissement des cadences avec de nouvelles pertes d'emplois. Plus de 3000 salariés sont concernés dans le premier cas, 1000 dans le second. Les syndicats se sont à nouveau mobilisés aujourd'hui. Paul Bouffard. Un projet pour Aulnay, un projet pour Aulnay. Une France industrielle sous tension, à l'image de ces ouvriers Peugeot Citroën. Devant le siège parisien du groupe, ils sont près d'1 millier venus crier non à la fermeture du site PSA d'Aulnay, non au licenciement. Selon les syndicats, l'arrêt de la production est prévu pour août. 3600 salariés sont menacés. Alors quand on parle à ces ouvriers de redressement productif, ils attendent toujours. Pour nous, il n'y a rien de changé. Donc il paraît que le changement c'est maintenant. Donc aucune usine ne doit fermer, un point, c'est tout. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour réagir? Et là, je lance un appel solennel au ministre Montebourg. Il faut qu'il réagisse immédiatement. Interpellé par les salariés, Arnaud Montebourg ne précise pas de plan de sauvetage. Nous n'en sommes pas là pour l'instant, madame, et nous posons pour l'instant les questions à la direction de Peugeot. Merci. En attendant, les ministres multiplient leurs entrevues. Ce midi, au ministère des Affaires sociales, on reçoit une délégation de la CGT pour préparer la conférence sociale des 9 et 10 juillet. À la sortie, Bernard Thibault laisse encore du temps au nouveau pouvoir politique. Écoutez, avant de douter, il faut déjà tout faire pour convaincre les responsables politiques qu'ils ont la possibilité, y compris de se donner des outils nouveaux. Pour les PSA, le mot fermeture n'est pas encore lâché. La direction de Peugeot Citroën annoncera fin juillet, lors d'un comité central extraordinaire, de nouvelles mesures d'économie. Aux côtés d'Aulnay, le site de Rennes pourrait être lui aussi menacé.
Et en Allemagne, Opel aujourd'hui même a entériné un ultime plan de redressement. La filiale du géant américain General Motors mise sur une réduction de ses coûts et le repositionnement de sa marque. Opel s'est rapproché du français PSA, dont General Motors a pris 7% du capital en février pour des synergies industrielles. Le ralentissement économique et l'urgence de la crise au sein de la zone euro occupent bien sûr tous les esprits à Bruxelles depuis quelques heures maintenant, où se sont retrouvés les dirigeants des 27. François Hollande se félicite d'avoir ajouté un volet sur la croissance. De nouveaux pays cette semaine, comme l'Italie, craignent d'être emportés dans la tourmente, alors que l'Espagne et Chypre viennent de demander une aide financière. Elisa Bertolomé. Ils ont 2 jours pour mener à bien leur mission, sauver l'euro et sortir l'Union européenne de la crise. Un sommet une nouvelle fois qualifié de dernière chance et pour l'instant un seul point d'accord, la mise en place d'un pacte de croissance de 120 milliards d'euros. Nous allons d'abord parler du pacte de croissance. Nous avons un bon programme concernant le futur de l'Europe et spécialement les jeunes générations. J'espère que nous allons adopter ce pacte et continuer d'insister sur le besoin de croissance et d'emploi en Europe. Pour le reste, les 27 vont devoir trouver des compromis. Exemple, l'Allemagne et l'Autriche plaident pour un contrôle accru de l'Union sur les budgets nationaux. Refus de la France et de l'Italie. Même désaccord autour de la question de l'utilisation des fonds de secours de la zone euro. Je viens pour qu'il y ait des solutions très rapides pour soutenir les pays qui sont les plus en difficulté sur les marchés, alors même qu'ils ont fait des efforts considérables pour redresser leurs comptes publics. Donc je viens dans un esprit qui est celui de donner à l'Europe la force, la cohérence, la solidarité nécessaire. Le Conseil doit trouver des solutions ambitieuses car un énième plan de sauvetage ne suffira pas à sauver l'Europe. Preuve de l'urgence, le Premier ministre italien Mario Monti s'est dit prêt à travailler jusqu'à dimanche soir, si nécessaire. Et avec nous donc Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, professeur à Sciences Po, toujours proche du centre bien sûr. Toujours centriste, de plus en plus libre. Maintenant qu'il est introuvable. Et assez seul. C'est seul. Une question sérieuse. Peut-on encore, selon vous, sauver la zone euro ? Oui, je crois que la démonstration est quand même faite que les Européens sont très attachés à cette monnaie. Regardez les élections en Grèce, par exemple. Tout le monde avait dit que ce qu'on proposait aux Grecs était étant insupportable. Les élections de la colère, ça serait bon. Ça a été les élections de la colère en juin, puis les élections de la raison, en mai, pardon, puis les élections de la raison en juin. Ouais. Et les gens savent que, de toute manière, le problème n'est pas l'euro. Le problème, c'est la stagnation économique, c'est l'endettement financier, c'est l'accumulation de dettes souveraines, c'est la crise, c'est ça le fond du problème d'ailleurs des balances commerciales, c'est-à-dire que nous avons un ensemble de pays, dont la France, qui ont énormément de mal à exporter, à équilibrer leur balance commerciale, à tenir leur rang dans la mondialisation, et ça, ce sont des problèmes fondamentaux. Et on peut et on doit les régler dans le cadre de la zone euro. Oui. Et le fait de sortir de l'euro n'ajouterait rien. Si les Grecs sortaient de l'euro, si les Espagnols sortaient de l'euro, ça serait pour eux, alors là, une cure d'austérité massive, immédiate et sans doute sans aucune amélioration à court terme, compte tenu du fait que leur niveau de production est très bas. Oui, mais donc, si un pays sort, ce serait une catastrophe pour toute la zone euro, dit-on. C'est une catastrophe. Oui, moi je suis hostile à ce que. Là, je crois comme Trichet, par exemple, que c'est un très mauvais signal et que ça donnerait au marché le sentiment que tout peut se défaire. Donc si on estimait à un moment donné que la Grèce, qui a vraiment rien respecté de ce qu'il fallait respecter, bon, j'en veux pas aux Grecs, j'aime bien les Grecs, etc. Mais enfin, ils ont tout fait de travers. Il faut le reconnaître depuis une dizaine d'années, droite et gauche confondues. Oui. On les a laissés faire, oui, parce que tout le monde avait envie de laisser faire les autres, parce que personne ne voulait qu'on aille regarder chez soi. Vous nous parlez toujours de la Grèce, mais là, on parle de l'Italie aujourd'hui, on parle de l'Espagne et peut-être demain de la France. Oui, je parlais de la Grèce parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les déséquilibres de la zone euro sont très profonds. Et je crois que c'est une affaire économique. C'est d'abord une affaire économique. Vous savez, c'est assez simple, les problèmes économiques. Vous avez actuellement des pays qui exportent, comme l'Allemagne et l'Europe du Nord, et des pays qui importent.
Alors la Grèce importe tout, même sa feta, l'Espagne importe beaucoup, la France importe un déséquilibre commercial complet. Quand vous êtes dans une situation comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des pays qui accumulent des excédents d'épargne et d'autres qui voient leur épargne partir. Mais je crois qu'il faut comprendre ça. Pour que ça se rééquilibre, il faut que l'épargne de ceux qui ont accumulé revienne vers les pays du Sud. Regardez l'exemple entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi ça ne claque pas entre la Chine et les États-Unis? Parce que les Chinois rendent l'argent. Ils rendent l'argent en achetant des bons américains. Je ne dis pas que ça durera toujours. Et là, le problème fondamental, c'est que nous résoudrons les problèmes de la zone quand Volkswagen décidera de faire une usine de voitures en Grèce ou une usine de voitures en Espagne et où nous aurons des retours. On peut avoir des retours budgétaires, on peut avoir des retours de plusieurs manières, mais ce déséquilibre-là, et là, Angela Merkel a tort de ne pas l'admettre, ce déséquilibre-là, il faut absolument le résoudre. On ne vivra pas éternellement avec de l'épargne qui part du sud vers le nord pendant 15 ans sans retour. Bon, là, vous plaidez aussi pour la mutualisation des dettes, alors. C'est une des formes. C'est une des formes de la solidarité. Oui. Vous pouvez avoir une solidarité budgétaire. Je raisonne théoriquement. Si vous aviez un budget européen qui représente 10% et non pas 1% du PIB, vous auriez des transferts financiers. Vous pouvez avoir, si on n'était pas en zone euro, une dévaluation. Vous pouvez avoir de la mutualisation des dettes, ce qui évidemment diminue immédiatement le coût pour les pays concernés de la dette. Vous pouvez avoir ça serait même le mieux, des investissements directs. Vous pouvez avoir, alors là, on va vers des investissements publics, ça, je m'inquiète. Parce que quand je vois l'Espagne, où vous avez des aéroports fermés, des villes vides, si avec l'argent on construit des autoroutes qui relient les aéroports fermés aux villes vides, ça ne nous mènera pas très loin. Ça, c'est la demande française, d'ailleurs. Oui, François Hollande présente ça un peu comme un titre de victoire. Oui, il a raison. Il a raison, mais tout le monde est d'accord de vouloir qu'il n'y ait plus de croissance. Mais personne n'a le moyen. C'est pas parce que vous aurez augmenté le capital de la BEI, ce qu'il faut sans doute faire, que vous raclez les fonds structurels qui ne sont pas dépensés. La Banque européenne d'investissement. À quoi? Oui, vous avez raison. La Banque européenne d'investissement. Si vous dites que l'économie est simple, l'Europe pas toujours. Oui, les sigles, vous avez raison de me rappeler au devoir. Alors parlons quand même de ce couple entre François Hollande et Angela Merkel, Jean-Louis Bourlanges. Est-ce que vous diriez qu'il a été rééquilibré après l'alternance en France ou déséquilibré? Non, moi je crois que pour Hollande, même si le slogan était le changement maintenant, en réalité, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de continuer. Les Français, les Allemands, ça continue. C'est une erreur de penser que Sarkozy s'est aligné sur Merkel. Sarkozy, il a géré les affaires en interne avec Merkel et il a obtenu d'elle un certain nombre de concessions. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande s'aligne sur Angela Merkel vers le fédéralisme? Vous êtes un militant du fédéralisme européen. Il ne s'agit pas. C'est le grand débat, le bras de fer entre eux aujourd'hui. Non, mais ça, cher ami, c'est ce que disent les journalistes, c'est ce que disent les journaux, c'est ce que disent la presse. Moi, je voudrais savoir ce que c'est que les projets fédéraux allemands. Je trouve que l'erreur des Français, l'erreur de M. Cazeneuve, le ministre des Affaires européennes, c'est d'avoir paru répondre négativement à Mme Merkel. Moi, je crois que Mme Merkel n'a pas de proposition fédérale. Elle dit, je veux une Europe fédérale, il faut une Europe fédérale pour que je mutualise les dettes. Comme il n'y a pas d'Europe fédérale, je ne mutualise pas les dettes. C'est un alibi. Moi, je trouve que le gouvernement français, et là, je vous rejoins sur le militant que je suis pro-européen, devrait dire chiche. Devrait dire aux Allemands, discutons. De quelle avancée politique voulez-vous, parlez-vous? Est-ce que vous voulez renforcer le Parlement européen, inventer un gouvernement économique européen, inventer une réunion, une assemblée parlementaire à partir des commissions des finances des parlements nationaux? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais actuellement, il n'y a rien sur la table. C'est un peu comme les soviétiques, vous savez, quand on disait il faut semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler. Les Allemands font semblant de faire des propositions et nous faisons semblant de les refuser. Alors on va voir ce que ça va donner à l'issue de ce sommet de Bruxelles. Jean-Louis Bourlanges, vous avez rappelé les conditions du rebond économique au sein de la zone euro il y a un instant, bien sûr la lutte contre les dettes. Vous prenez le virage de la rigueur, en France par exemple. Oui, je crois d'ailleurs que ça sera un grand problème. Moi je suis un problème totalement. Je crois que ça sera un problème pour François Hollande parce que le signal qui avait été donné
pendant la campagne, pas les promesses. Les promesses étaient très limitées, très calibrées, car je crois que François Hollande était très conscient dès le début qu'il fallait faire de la rigueur. Mais les attentes qu'il a suscitées étaient les attentes d'une modification. Or, quand je vois le séminaire qui s'est déroulé on a les conclusions aujourd'hui là de Matignon. Baisse de 7% des dépenses de fonctionnement dans tous les ministères dès l'année prochaine. Recul des effectifs publics, des fonctionnaires de 2,5% par an, donc, sauf les secteurs préservés, l'éducation nationale, la justice, la police. Donc oui, là, c'est la rigueur. Ça va être très très compliqué. Dans le secteur public, la combinaison des créations de postes en enseignement et de la volonté de tenir les effectifs va se traduire par une limitation du pouvoir d'achat. Et donc, ça va, parce que Sarkozy, il supprimait un poste sur 2 des fonctionnaires à la retraite, mais il recyclait les 2/3 de ce qu'il économisait au profit des fonctionnaires restant en place. C'est pour ça que ça s'est pas mal passé chez les fonctionnaires. Ça va être fini. Donc on va avoir une rigueur dans la fonction publique, et quand même le cœur électoral. Vous dites que ça va être la gueule de bois pour les électeurs. Je pense que c'est quand même très difficile de dire croissance, etc., et d'afficher un programme que j'approuve. J'approuvais pas les promesses, mais un programme de rigueur, je pense qu'il va avoir de grandes difficultés politiques. François Hollande est un homme habile, il fera le choix du courage, et je m'en félicite, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il propose, loin de là, mais je pense qu'il va avoir un virage à prendre vis-à-vis de son opinion publique et de son corps électoral, ça va pas être de la tarte. Alors avec nous, Pierre Chapirac, vous avez connu au Parlement européen. Tes collègues, voilà, élu socialiste, et vous êtes là comme premier adjoint au maire de Paris, vous vous occupez des questions internationales, on va parler de Aung San Suu Kyi, que vous avez rencontré hier à l'hôtel de ville. Mais quand même, ça vous inquiète, là, ce virage de la rigueur et puis la gueule de bois chez les électeurs de gauche que prédit Jean-Louis Bourlange? C'est Jean-Louis Bourlange qui fait cette prédiction. Et vous? Non, moi je ne crois pas. Je pense simplement qu'il y aura sans doute des réductions, il y aura, comme vous le disiez tout à l'heure... C'est confirmé, là, par Matignon, donc ce sont les chiffres qui circulaient. Il y a des choses importantes. Il y a l'enseignement, la police, la justice, tout ça ne sera pas touché. Et quand on voit l'état de nos écoles, mais le pouvoir l'état de d'achat, lycées... si, de tous les fonctionnaires, là, d'après le calcul. D'après le calcul, Jean-Louis Bourlange, mais on verra. Mais si vous ne touchez pas aux uns, et si vous créez les postes d'enseignants, vous devez réduire plus massivement que Sarkozy l'a fait sur les autres postes. Donc, comme me disait un ami enseignant, il me dit « Oh, on ne va pas se faire aimer des autres fonctionnaires. » Allez, on va parler donc de la figure d'Aung San Suu Kyi, qui achève sa visite à Paris, où il a été célébré depuis 3 jours. Les militants des droits de l'homme et de la démocratie se retrouvent bien sûr en elle, opposante birmane, aujourd'hui députée, prix Nobel de la paix, dont les apparitions créent toujours une sorte d'émoi, n'est-ce pas, Pierre Chapira? Il y a son visage toujours serein, généralement elle a des fleurs dans les cheveux. Sa fermeté également à défendre les valeurs fondamentales. Oui. Alors pour nous, à Paris, nous avons tout de suite fait en sorte de défendre son combat. Et c'est vrai que l'avoir physiquement, pour nous, c'est quand même très impressionnant. On avait vu que sa photo, ça fait penser un peu à Mandela, vous savez, on connaissait que sa photo, et puis tout d'un coup on le voit. Vous l'aviez choisi il y a déjà des années comme citoyenne d'honneur, en 2004, comme citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Et nous avons fait en sorte, parce que ces combats, il faut que ce soit des combats qui sensibilisent l'opinion. Il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Donc elle avait sa photo, sa grande photo, qui était à Place de la République, et nous avons fait des manifestations régulièrement avec son comité de soutien. Alors en la voyant en vrai, qu'est-ce qui vous a marqué chez elle? Alors, en la voyant en vrai, moi ce qui m'a marqué, c'est sa volonté, sa détermination, et on ne dirait pas qu'elle a fait 20 ans de détention. 20 ans de détention, c'est terrible. Et elle a une fraîcheur, elle a une volonté, une détermination pour se battre dans son pays avec son parti politique. Elle est présentée, elle est célébrée, elle est adulée même. C'est une icône, mais il ne faut pas oublier que c'est une politique d'abord. Absolument, c'est une politique. Et elle a l'intention de retourner dans son pays et de se battre. Et d'ailleurs, quand elle nous disait on parle de moi en France, on parle de moi en France, je suis dans tous les journaux, mais dans les journaux télévisés de mon pays, on ne parle pas de moi. Et c'est vrai que moi j'ai vu bien sûr. La démocratisation est encore lente, bien sûr, dans son pays. Cette femme qui a l'air si fragile face au pouvoir des militaires. Oui. Vous l'imaginez un jour au pouvoir? Oui. Dans un pays qui est sous le joug d'une dictature depuis des décennies? Mais les dictatures, souvent, vous savez, elles tombent comme ça. On en a vu dans le monde. Tout d'un coup, on s'aperçoit, les dictatures tombent.
et ben là, elle sera là, et elle a autour d'elle beaucoup de monde, hein, beaucoup de militants, et c'est un travail considérable. Mais j'ai senti véritablement une vraie détermination chez cette femme. Elle a surpris certains en France ces derniers jours, en réclamant la rédemption également pour Total, hein, le pétrolier, qui est au banc des accusés quand même, oui. des militants contre la junte birmane. D'accord, Total, mais aussi c'est les dictateurs. Hein, oui, bien sûr. Oui, donc elle dit qu'il faut travailler avec tout le monde, même si elle est dans l'opposition. Donc c'est pas une va-t-en-guerre. Total a fait des choses. Vous savez, c'est controversé, c'est vrai. Oui, bon, Total a fait des choses dans un symbole de la collaboration fermé, avec la junte. Dans un pays totalement fermé comme était la Birmanie, la présence de Total, c'est un élément d'ouverture. Comment l'URSS est-elle tombée? L'URSS est tombée quand elle a commencé à avoir des relations avec l'Occident. Moi, je ne crois jamais aux embargos, etc. Ça fige les situations, ça empêche. Là, Total a fait des actions. Bon, ils poursuivaient leurs intérêts. Ça, c'est absolument évident. Ils ont été fortement contestés pour ça. Hein. Oui, bien sûr, mais on aime notamment bien. Par tous les soutiens. On fait dans le manichéisme. On fait dans le manichéisme en France. C'est normal. Je suis plus réservé. D'accord. Bon, on a parlé de travail gratuit, tout ça. Mais en même temps, moi je sais que sur le bord du pipe qui rejoignait la Thaïlande, les choses ont évolué pour les populations qui étaient là. Hein, il y a eu des écoles et des hôpitaux. Mais c'est vrai que c'est très contesté. Je ne les ai pas vus sur place, mais voilà ce que l'on dit. Et je suis d'accord avec vous, c'est que... J'ai une amie qui est allée, qui a vu ce qu'il faisait, c'était pas si mal. Ouais, moi, je me méfie quand je vois la façon dont ils gèrent les dégâts sur les côtes de France de leurs pétroliers. Donc je leur donnerai pas le bon Dieu sans confession. Non, mais moi je crois que l'ouverture, ça peut provoquer la chute de la dictature. Qu'est-ce qu'elle avait à vous dire, à vous? D'abord, nous remercier d'avoir fait tout ce travail. Et ensuite, elle a demandé au maire de Paris, Bertrand Delanoë, d'engager une coopération avec Rangoon. Et donc, nous sommes dès aujourd'hui, on s'est penché sur la question avec l'agence de développement, l'AFD, l'agence française de développement, pour faire en sorte que l'on puisse créer à Rangoon, là où c'est son coin, hein, c'est là où elle habite, oui. Faire en sorte de créer tout un système pour l'eau et l'assainissement. Donc c'est concret. C'est concret. Vous lui avez répondu en termes très concrets. On a répondu concrètement sur des petits projets, mais l'AFD est missionné par le gouvernement français, d'ailleurs depuis Juppé, et confirmé avec Laurent Fabius, pour faire un travail en Birmanie. Et comme nous avons un accord de travail avec l'AFD, la ville de Paris, donc on est sur ce projet-là. Très bien, on suivra alors cette collaboration entre Paris et Rangoon avec... La dame de Rangoon, comme on l'appelle. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette édition. Je vous donne le résultat de la question posée sur le nouvelops.com aujourd'hui à propos du sommet de Bruxelles qui se poursuit toujours. On attend d'ailleurs d'une minute à l'autre une prise de position de François Hollande. Est-il encore temps de sauver l'Union européenne? Oui, à 71%. Voilà, l'optimisme l'emporte ce soir sur ce plateau. Hein? La sagesse aussi. La sagesse aussi. Car il faut sauver l'Union européenne et la zone euro, selon nos deux invités ce soir. Merci à tous les deux encore une fois. Et demain, c'est Mickaël Zamès qui vous présentera le journal de 19h. Bonsoir. Bienvenue à bord de la Politique CNet pour ce dernier numéro de la saison. La Politique CNet rembobine l'année du tweet atomique de Valérie Trierweiler au détournement de l'affiche de la France forte, en passant par la chorégraphie du PS. Le club des gazouilleurs se penche aujourd'hui sur le meilleur du pire, le pire du meilleur du web politique. La Politique CNet, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Il y a 50 ans, le 5 juillet 62, l'Algérie accédait à l'indépendance. Comment s'est faite cette marche vers l'indépendance après les accords d'Évian? Comment le FLN et l'armée se sont installés durablement au pouvoir? Comment vit et respire, si je puis dire, l'Algérie aujourd'hui? Eh bien, c'est le docu et le débat de la semaine sur Public Sénat. Benoît Duquesne présente Le Débat, samedi à 23h sur Public Sénat.